Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial. L'argent, ça crée beaucoup de déviance. Parce que tu vois, quand tu as de l'argent, ça veut dire que tu as aussi potentiellement un peu plus de pouvoir. Ça te met dans une position où la plupart des gens ont l'impression d'être totalement différents, au-dessus. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que le jeu de l'argent, c'est un jeu que beaucoup de personnes... En fait, tout le monde joue au jeu de l'argent, parce que tout le monde est payé d'une certaine manière. Mais très peu de personnes comprennent le jeu de l'argent. Parce que très peu de personnes ont les règles du jeu. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités de leur intime parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, plutôt dans des podcasts de conversation sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com, fabflorent.com. Si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5€ par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcast ou Spotify. Et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. On est avec Guillaume Moubèche, donc salut Guillaume. Salut Fab, ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir dans l'Histoire d'argent. Guillaume, t'étais le CEO parce que tu viens de step down, comme on dit aux États-Unis d'Amérique, c'est ça. T'es l'un des fondateurs de cette boîte qui s'appelle Lemlist, qui est une boîte finalement assez inconnue du grand public puisque vous travaillez pour les entreprises, donc pour le B2B, comme on dit dans le business, hein, n'est-ce pas? Et qui est, si je me trompe pas, une boîte qui va t'aider à faire ta prospection commerciale, quoi, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Ok. Et donc, vous avez monté ça avec vous étiez 4 fondateurs, c'est ça? On était 3 et ça va faire maintenant plus de 4 ans que je suis seul. Ok. Donc, vous avez fondé ça en 2017, 2018? Ouais, 2018, c'est ça. Ouais. Et en 2021... T'as vendu une partie de la boîte, en tout cas une partie de tes parts, pour beaucoup d'argent, on va en reparler, 30 millions de... T'es assez cash pour le coup, t'as pas de problème à venir raconter, à venir donner des chiffres et tout. Et donc moi je suis ton travail depuis un petit moment et j'étais là, mais qui est ce gars qui raconte qu'il a vendu sa boîte, qu'il a plein d'argent, etc. Donc je regardais un petit peu ce que tu faisais et puis en fait là dernièrement t'as sorti une chaîne YouTube où tu viens vraiment partager ce qui se passe pour toi, ce qui s'est passé pour toi. Tu viens partager aussi ton retour d'expérience depuis maintenant 7 ans, ce qui est l'équivalent d'une vie complète à la tête d'une boîte comme la tienne, j'imagine.
Et j'ai adoré ça parce que t'as pas mal parlé d'argent. Notamment, tu parles pas mal d'argent et tu continues à parler d'argent parce que c'est vraiment un sujet qui revient assez régulièrement. Et notamment, t'as une vidéo dont je mettrai le lien. Je mettrai le lien dans les notes pour que les gens puissent aller découvrir ton travail si ça les intéresse. Mais t'as une vidéo où tu parles pas mal de ta relation à l'argent. Je me disais, ça me donne trop envie d'avoir Guillaume dans l'histoire d'argent. Parler de ça un peu plus profondément. Mais en fait, avant ça, j'aimerais bien. Donc, j'ai deux questions que je pose à tous mes invités au tout début. La première, c'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque ? Pour moi, honnêtement, l'argent, je pense que pendant très longtemps, ça a été lié à la liberté. Mais avec le temps, je pense que, je suis passé, on creusera sûrement peut-être plus par la suite, hein, mais je viens pas d'un milieu avec beaucoup d'argent. Et donc, du coup, j'ai associé l'argent à la liberté. Et avec le temps, j'ai plus associé ça à l'optionnalité. Ce qui est un petit peu différent de la liberté. Mais donc, du coup, quand tu me dis argent, je pense plus à optionnalité qu'à liberté maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par optionnalité ? Et j'entends bien l'idée de... En fait, avant ça, pour moi, c'était la liberté. J'imagine que c'est l'optionnalité depuis que tu as de l'argent et que tu n'as plus de problème d'argent, quoi. C'est ça ? Ouais, exactement. En fait, le mot liberté, il a évidemment plusieurs significations, mais quand on pense à la liberté, on pense... il y a un sentiment qui peut être associé à la liberté, qui est de dire que globalement, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, etc. Alors que l'argent, selon moi, ça te donne beaucoup d'options. Mais on peut prendre un exemple qui est très simple. Lorsque tu as beaucoup d'argent et que tu décides d'acheter, par exemple, beaucoup d'immobilier ou des endroits à droite à gauche, est-ce que tu es vraiment libre ? En fait, pas vraiment, tu vois. Tu peux toujours... t'as des lieux maintenant dont tu dois t'occuper, tu vois. Ce qui est potentiellement un peu plus de charge mentale. Et donc, un très bon exemple d'ailleurs là-dessus, c'est le cofondateur de Telegram, qui lui ne détient absolument rien alors qu'il a une fortune de plusieurs milliards, tu vois. Tu sais que j'ai reçu des invités dans l'histoire d'argent qui se sont fait avoir, en fait, entre guillemets, par ce truc de liberté financière et d'indépendance financière, en allant acheter des tas et des tas de trucs immobiliers, en les faisant retaper, etc. Et qui, en fait, ça leur prenait tellement la tête qu'ils finissaient par plus endormir la nuit, quoi. Donc, c'est... très bon exemple. Ouais. Et donc, pour toi, aujourd'hui, c'est plus des options, c'est ça ? Mais qu'est-ce que tu entends par option ? C'est-à-dire que tu peux choisir, c'est ça ? Ouais, l'option, ça veut dire que, en fait, avoir beaucoup d'argent, je pense que ça te force à te poser des questions que la plupart des gens ne se posent pas, c'est-à-dire quel type de vie tu as envie de mener. Puisque, en fait, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux mener la vie que tu as vraiment envie de mener. Tu n'es plus limité à devoir travailler tous les mois pour toucher un salaire qui va te permettre de survivre, de subvenir à tes besoins, ceux de ta famille, etc. Donc, l'optionnalité, avoir des options, ça peut être, on peut prendre des exemples pareils, ça peut être dans quelle ville est-ce que j'ai envie de vivre, quel type d'activité j'ai envie de faire, où est-ce que qui j'ai envie de rencontrer. Enfin, tout ça, ça t'ouvre quand même énormément de portes, mais plus t'as de portes ouvertes, plus t'as d'options, plus t'as de choix à faire. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui te donne une paix d'esprit absolue. Oui. En tout cas, ça te force à prendre des décisions que la plupart des gens n'auront jamais à prendre dans leur vie, en fait. Les fameux problèmes de riches, mais qui, on a tendance à dire ça pour un peu sous-estimer que c'est des problèmes, mais ça reste malgré tout des vraies questions et des vraies prises de tête, quoi. C'est marrant parce que tu disais un truc dans une de tes vidéos, tu disais en fait, maintenant que tu as ton argent, avec tout ton argent que tu as aujourd'hui, tu es condamné à être libre. Et c'est une phrase de Camus, si je me trompe pas, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'était dans le mythe de Sisyphe, où Sisyphe, en fait, Sisyphe, il est en train de pousser, du coup, il est condamné par les dieux, donc à pousser une pierre jusqu'en haut de la montagne. Et l'objectif, c'est que cette pierre, du coup, elle passe de l'autre côté, sauf que lorsqu'il arrive en haut, la pierre, elle retombe toujours du même endroit. Et donc lui doit le refaire à vie. Et à un moment, Albert Camus, il disait il faut imaginer Sisyphe heureux. Et en fait, l'idée, c'est de se dire que sa liberté, c'est de vouloir recommencer à chaque fois, alors qu'il sait que la pierre va retomber.
Et en fait, c'est une réalité dans la vie où, et ça va un petit peu avec ce côté de vie intentionnelle, où selon moi, il faut se poser la question de se dire quel type de vie j'ai envie de mener et quelle est en fait l'action, le travail que j'ai envie de faire et qui me rendra heureux en fait. Et donc, moi c'est marrant parce que j'avais déjà... pour moi, j'avais lu Sisyphe à l'époque et à l'époque où j'étais entrepreneur, bon, j'avais une moins grosse boîte que toi, mais j'avais genre 35 salariés et ça me suffisait, franchement, c'était très bien. Il y avait vraiment un côté, j'avais l'impression que tous les jours, je revenais. C'était des nouveaux dramas. Oui, c'est ça. Forcément, tu connais, quoi. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir Sisyphe de cet autre côté-là, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi la pierre que tu as envie de pousser tous les jours, quoi. Et en fait, quitte à ce qu'elle redescende jusqu'en bas, en fait, elle va redescendre quoi qu'il arrive. Donc, est-ce que tu as envie? Mais alors, c'est intéressant parce que donc toi, tu as décidé là, il y a quelques mois d'arrêter d'être CEO, tu vois. T'en fais d'ailleurs une chouette vidéo où tu racontes que, à ton avis, t'es plus la bonne personne pour être, parce que justement, par rapport à ce mythe de Sisyphe, peut-être que t'en as marre de pousser cette pierre-là et que t'as envie de faire autre chose. Mais donc, qu'est-ce que tu te réinventes comme vie aujourd'hui, quoi, maintenant que t'es plus le patron? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que mon rôle, il a pas mal évolué au sein de la boîte. Donc aujourd'hui, quand j'ai lâché le poste de CEO, on était un peu plus de 100. Et en fait, il y a un moment où tu regardes un petit peu ce qui t'a animé pendant des années et ce que tu fais aujourd'hui. Et en fait, au tout début, c'est vachement de créativité, vachement d'action. C'est un côté artistique presque, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, je me suis toujours vu un peu comme un artiste d'internet, même si je faisais du software en B2B sur un sujet qui, pour la plupart des gens, peut paraître très chiant. Mais c'est justement, moi, ce que j'aimais, c'était de le rendre beaucoup plus attractif, parce qu'en fait, la prospection commerciale, tu peux te dire, c'est de la prospection, c'est les gens qui nous envoient des mails et nous font chier. Ou tu peux te dire qu'en fait, ton outil, il ouvre des portes à des gens qui ont des rêves, qui ont des projets. Et en fait, expliquer aux gens que lorsque tu développes une entreprise, c'est parce que tu résous un problème et qu'il faut aller trouver des gens qui ont ce problème pour les aider. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez noble derrière. Et on a toujours prôné, tu vois, ce côté ultra personnalisation, création de relations avec les gens que tu contactes. Et donc aller un peu à l'encontre de tout ce qui se faisait, qui était le côté sales à l'américaine, très pushy, c'est qu'une question de volume. Et donc mon rôle en fait en tant que CEO, il a vachement évolué. Donc au départ, c'était le côté très créatif, tu fais un peu tout, tu touches à tout. Et puis ensuite, au bout d'un moment, ça devient plus répétitif en fait, parce que ton rôle c'est de recruter des gens, c'est de faire des boards, c'est de manager des gens au quotidien, de mettre les KPI. Et en fait, ça c'est quelque chose qui se répète potentiellement à l'infini en fait. Et après, ta boîte, elle rentre dans des nouveaux stades. Donc j'avais recruté en fait Charles pour être COO, donc Chief Operating Officer. Et donc son rôle c'était de manager toutes les personnes que moi j'avais plus trop envie de manager. Donc d'ailleurs c'est peut-être un exercice qui est intéressant pour les gens, mais moi je l'avais fait pendant un coaching avec une américaine que j'aime bien, et où en fait on prend l'emploi du temps qu'on a et on fait du color coding. Donc tu colories chaque rendez-vous que tu as, que ce soit avec tes équipes, que ce soit à l'extérieur, que ce soit peu importe, et tu mets 3 couleurs: rouge quand ça te prend de l'énergie, bleu quand ça t'en donne, et vert quand potentiellement c'est neutre. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que mon calendrier il était rouge. et du coup, en fait, ça me faisait plus kiffer, tu vois. Et donc j'ai recruté Charles, qui est quelqu'un de vraiment brillant. Et petit à petit, en fait, plus il prenait ce rôle, tu vois, opérationnel, de gérer les équipes, plus moi, ça me libérait du temps. Et c'est vrai qu'à un moment, il m'a dit, tu vois, que pour lui, d'arriver en rendez-vous client et que les gens voient un COO, c'était un petit peu bizarre. Et à ce moment-là, je me suis dit, moi, j'ai pas forcément d'ego, tu vois, sur le titre, je m'en fous un peu. Donc, je trouvais que ça lui allait bien et que c'est vrai que c'était lui qui avait ce rôle aujourd'hui, plus que moi. Et comme je le vois très bien dans plein de boîtes, hein, tu sais, t'as le CEO qui est un peu un homme de paille, quoi. Il a gardé le titre parce que je pense qu'il y est accroché, mais en réalité, t'as toutes les équipes qui font son taf. Donc moi, je me suis pas dit ça. Et en gros, mon rôle aujourd'hui, je fais ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que je bosse sur la partie beaucoup plus stratégie. J'ai moins de décisions à prendre, mais les décisions que j'ai à prendre, elles sont beaucoup plus importantes.
Donc il me faut de la bande passante, il faut que je puisse passer du temps à apprendre, lire, rencontrer des gens qui m'intéressent. À côté de ça, tu vois, je fais beaucoup de contenu. Donc forcément, tu vois, je documente ces 10 années d'entrepreneuriat, parce qu'avant l'Emlist, avant que ça soit la success story, il y a eu pas mal d'échecs. Donc j'ai touché un petit peu à tout. Et tout ça, tu vois, c'est ce qui me convient le mieux aujourd'hui et ce qui me fait le plus kiffer, en fait. Trop bien. Eh ben bravo. Et c'est cool. Non, mais c'est cool d'avoir réussi à te détacher de ton statut et du rôle, tu vois, et du titre, et de te dire ok, non, c'est pas grave. L'important c'est la boîte, et c'est surtout ce que tu as envie de faire toi, j'imagine, dans ton quotidien, quoi. C'est pas facile, hein. Enfin, tu vois, là on en parle comme ça en rigolant et en souriant, mais c'est pas évident, tu vois. C'est évidemment, ça passe par pas mal d'introspection, des moments de doute, des moments où tu te dis, en fait, qui je suis, qu'est-ce que je fais, où vais-je. Ouais, c'est ça, un peu toutes ces questions. Ouais. T'es condamné à être libre. Pour revenir à Camus, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, ouais. C'est un beau cadeau, la liberté, mais elle vient avec pas mal de responsabilités aussi, quoi. Ok, ma deuxième question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu peux me parler d'un souvenir marquant de ton enfance en rapport avec l'argent? Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial. Summer's here, and you can now get almost anything you need delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? You can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get chicken parmesan delivered. Sunshine? No. Some wine? Yes. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. See app for details. C'est une bonne question. Ouais, je sais. Souvenir marquant, je vais avoir un côté peut-être très matérialiste, mais en fait, moi j'avoue que ça a pas du tout marqué mon frère, qui lui s'en fout, mais je sais que j'étais un petit peu... Il y a eu plusieurs souvenirs, mais globalement j'étais un peu traumatisé de pas pouvoir avoir des affaires de marque, et je comprenais pas pourquoi j'avais pas d'affaires de marque, tu vois. Et je voyais mes potes qui pouvaient avoir des trucs Nike, des trucs Gap, machin. Et du coup, j'arrivais pas à capter, en fait. Et mes parents, jusqu'à, je pense, mes 12-13 ans, un truc comme ça, ils voulaient pas m'acheter de marque. Et on allait tout le temps acheter les trucs, et j'arrivais pas à comprendre, et ça me saoulait, et je trouvais que c'était des habits moches, alors qu'en vrai, c'était la même chose, mais juste, il y avait pas la marque. Et ça, j'avoue, en fait, c'était un truc que je comprenais pas. Et pareil, tu vois, sur les vacances, je me rappelle, tu vois, que il y avait... je voulais partir en vacances avec mes parents, parce qu'on allait tout le temps, en fait, chez mes grands-parents à la campagne. Et moi, ça me saoulait, en fait, de voir tous mes potes. Tu sais, il y avait un peu ce truc... pareil, tu vois, les vacances d'hiver, c'était... soit t'avais des gens qui partaient au soleil, qui revenaient super bronzés, soit les gens qui étaient sur les pistes de ski. Et après, tu vois, tout le monde te dit, ou pareil, à la rentrée, quoi, pendant les grandes vacances, t'es allé où? T'as fait quoi? En fait, tout le monde te sortait, je suis allé dans tel pays, j'ai fait ça, nanana. Et toi, t'es là, ouais, j'étais à Galgon, dans le milieu de la campagne. On a cloué des planches, c'était génial. Et je me rappelle, tu vois, que c'était un truc où à un moment, mon père m'avait dit de regarder pour des voyages ou des trucs comme ça. Donc, j'avais passé du temps à rechercher. J'étais un peu plus âgé. Et j'avais trouvé des trucs. Et en fait, au final, on n'était pas partis. Et je comprenais pas. Et et j'ai compris plus tard pourquoi, en fait. T'étais dans un collège ou un lycée un peu plus huppé, c'est ça? Ou tes parents t'avaient mis dans un truc privé où il y avait de l'argent dans ton collège en particulier? C'est assez marrant parce que, en fait, moi, j'ai toujours... Le collège, il était très mélangé. Donc, il est passé par une étape ZEP et non ZEP. Donc, ça dépendait des années. Ok. Et mais il y avait beaucoup de mixité sociale. Et en fait, le truc, c'est que les gens qui étaient un peu moins riches, je dirais, l'été, ils partaient au bled, en fait. Donc, ils allaient quand même dans d'autres pays, ils allaient quand même, tu vois. Donc, en fait, j'étais
un des seuls plus ou moins, tu vois, à pas faire des trucs super excitants. Et c'est vrai que pareil, tu vois, genre j'avais envie d'aller en colo avec mes potes et j'ai jamais pu faire de colo, quoi. Et mes parents, à chaque fois, c'était un peu le truc de est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que, tu sais, il y avait tout un truc où c'était de l'éducation pour essayer de me convaincre d'un truc avec lequel j'étais pas d'accord, en fait, de base, tu vois. Et c'est vrai que j'ai mis du temps, en fait, avant de vraiment comprendre, quoi. Mais on parlait un peu d'argent, tu vois, du fait que c'était quand même un budget, que ça coûtait cher, etc., quoi. Ils font quoi tes parents comme métier, ou ils faisaient quoi? Mon père, lui, il est à son compte, donc il est graphiste, donc il bosse. Il a bossé. Artiste. C'est un artiste, ouais. Et il a bossé essentiellement, tu vois, pour des hôtels, des restaurants où tu vois, il faisait des cartes, il a fait un peu de web design, mais je pense que mon père, il a jamais su se vendre, en fait. Donc pour lui, l'argent, ça a toujours été le truc dont il fallait pas parler, tu vois. Et il savait pas comment pricer, il savait jamais, tu vois, c'était je pense, une des premières personnes qui a démocratisé le remote, quoi, tu vois, il bossait à la maison. Pareil, tu vois, en scène marquante, peut-être, c'est quand j'ai réalisé, en gros, moi, je suis né dans un 40 mètres carrés avec mon frère, donc on était 4 dans 40 mètres carrés, et en fait, j'ai réalisé plus tard, parce qu'en fait, on a quitté cette maison, enfin cet appartement, j'appelle ça maison, un petit peu. C'était ma maison, voilà. C'était ça, le foyer. On l'a quitté quand j'avais, je pense, 8 ans, un truc comme ça. Et on a eu de la chance. En fait, on a récupéré... donc mes parents avaient mis, je pense, toutes leurs économies à l'époque, tout ce qu'ils pouvaient réunir pour acheter. Bon, c'était en francs, donc c'était la belle époque, on va dire. Mais s'endetter, tu vois, c'était ric-rac. Vraiment, tout était ric-rac. On avait récupéré un truc plus grand. Et en fait, quand je repensais à cette première maison, je me suis dit, mais cette première appart, je me suis dit, mais en fait, elle était où la chambre de mes parents, tu vois? Et parce que nous, on avait une chambre avec mon frère, je vois très bien. Je me rappelle du salon, mais j'étais là, je pense que j'ai pas de souvenir de votre chambre. Et après, ce qui était aussi le bureau, et du coup, j'ai demandé à mon père, elle était où la chambre? Il dit, bah non, c'était un canapé lit, quoi. Et donc, tous les soirs, mes parents, ils dépliaient le canapé lit pendant 8 ans. Et mon père, il travaillait aussi dans cette pièce. Donc, et c'est vrai que ça, en fait, je m'en suis pas rendu compte parce que, c'était comme ça, en fait. C'était la normalité. Et franchement, j'ai pas des moi, j'avais une giga chambre avec mon frère. Tu vois, j'ai l'impression qu'on vivait dans un endroit énorme, quoi. Et c'est plus tard, tu vois, où j'ai un peu réalisé que, mes parents, ils gagnaient pas beaucoup d'argent. Ma mère, en fait, elle a commencé dactylo. Donc, tu sais, les gens qui tapent quand il y a quelqu'un qui parle, quoi. Sténodactylo. Ouais, de ouf. À l'ancienne. C'était ça. Et après, elle est allée dans la fonction publique où elle travaillait aux impôts. Donc contrôleur des impôts. Donc j'ai vécu avec quelqu'un qui connaissait bien le monde des fonctionnaires et aussi tous les côtés négatifs, c'est-à-dire que tout le monde pense que t'es un branleur, alors que ma mère, je pense que c'est une des personnes qui travaille le plus dur que je connaisse. Que certes, il y a plein de gens qui sont des branleurs là-bas, mais que du coup en fait, c'est comme partout, tu vois, t'as 20% des gens qui font 80% du taf. Et du coup, ma mère faisait partie des 20% à s'être tuée pendant 40 ans pour un salaire de merde, quoi, et pas de reconnaissance. Qu'est-ce qu'ils disaient sur l'argent, justement, dans ta famille? On n'en parlait pas. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que même si vous en parliez pas, ce qui est le cas de plein de familles, hein, franchement là maintenant je suis à plus de 160 épisodes, on commence à avoir un bon panel. Il y a très peu de communication d'une manière générale sur l'argent, mais qu'est-ce qu'ils disaient par exemple sur les riches, tu vois, qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire sur les gens qui avaient de l'argent, voilà. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'ai pas été élevé dans, tu vois, la haine des riches ou dans l'envie des riches. En fait, nous, on était très focalisés sur qui on est en tant que personne. Donc, tu vois, ma mère, c'était plus ce qui était important, c'était les valeurs, quoi. Donc, c'était le partage avant tout. Tu connais pas la vie des gens, donc ça sert à rien d'essayer de juger. Sois focus sur toi. Ensuite, c'est un beau cadeau. Ouais, c'est un beau cadeau. Après, moi, j'ai eu la valeur de tout quand j'étais petit, tu vois, parce que quand on allait au supermarché, je savais ce qui était cher, pas cher. Tu vois, c'est marrant aujourd'hui. Moi, tu vois, j'ai été multimillionnaire à 30 ans. J'ai pris plus de 10 millions. Ensuite, j'ai racheté une boîte que j'ai revendue où j'ai encore fait une plus-value de plusieurs millions.
J'ai beaucoup d'investissements qui ont bien marché. Donc en fait, aujourd'hui, en réalité, j'ai plus du tout besoin de travailler, tu vois. Mais pourtant, en fait, quand je suis au supermarché, je regarde toujours les prix. C'est impossible pour moi. Ça veut pas dire que je vais acheter ce qui est le moins cher, parce que ça, c'est pas le cas. Mais je connais le prix de tout, tu vois. Genre vraiment. Et depuis que je suis petit, tu vois. Parce que je sais que quand je prenais un truc petit, tu vois, c'est quel prix. Et non, on va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc, qui, je pense, au final, est important, tu vois, de connaître la valeur des choses. Parce que Ouais, j'allais te dire, c'est important. Je trouve ça important, mais en fait, souvent, ce que ça crée, c'est que ça cristallise de la peur. Ça cristallise de la peur de manquer. T'as l'impression d'avoir grandi, toi, avec cette peur de manquer? Je pense, ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr, en fait. C'est inclus. Mais en fait, le truc, c'est que moi, mes grands-parents, ils sont immigrés. Donc, ils ont vécu, tu vois, à travailler la terre. C'était des gens qu'on traitait super mal et tout. Mes autres grands-parents sont des fermiers qui ont vécu la guerre. Donc, en fait, mes grands-parents ont donné à mes parents et mes parents nous donnent à nous, tu vois. Et le truc classique, tu vois, la peur de manquer. Je peux te dire que tu vas chez moi et que tu ouvres un placard pour le placard des conserves, tu vas comprendre que la peur de manquer, elle est là, quoi. On peut vivre 1 mois et demi sans... Enfin, tu vois, chez mes parents, ça a toujours été ça, quoi. T'es prêt pour l'apocalypse? Ah ouais. Et les gens qui viennent chez moi, ils vont rigoler aussi parce que c'est pareil, tu vois. Genre, chez moi, il y a 3 dentifrices, 3 déos, j'ai toujours tout en avance, tout en triple ou en double. Et c'est sûr. Et quand j'ai ça, tout en triple, tout en double, moi, tu sais, c'est un truc, je suis serein, quoi. Ça te rassure. Ah ouais, de ouf. Même si c'est totalement illogique, tu vois, mais j'aime bien. C'est pas du tout illogique, c'est émotionnel. Donc, si tu veux, pour moi, en fait, le problème de la relation à l'argent, c'est que on part du principe que l'argent, c'est des chiffres. En fait, pas du tout, c'est des émotions. Et typiquement, tu vois, tu dis, moi, d'avoir 3 types de dentifrice, ça me sécurise. Je trouve ça génial, parce que fondamentalement, ça n'a pas changé ma vie, mais... De l'extérieur, t'as pas besoin de cette sécurité, tu vois. J'ai l'impression que, toi, quoi qu'il arrive, même si tu perds tout ton argent, tu seras capable d'en recréer, quoi, tu vois. Tu vois, je me fais aucun souci pour toi sur ta capacité à créer de l'argent. Mais c'est marrant tu vois, de l'extérieur que tu viens de dire, moi, c'est important pour moi, tu sais, d'avoir 3 tubes de dentifrice et 3 paquets de PQ d'avance. Parce que c'est important. On sait jamais. On sait jamais. On n'est pas à l'abri. Mais alors, justement, c'est intéressant parce que j'ai vraiment l'impression que, et tu vois, de t'entendre aussi raconter ton histoire à travers tes vidéos YouTube, ton histoire de l'Emlist et tout, j'ai l'impression que cette peur de manquer t'en a fait un vrai moteur. Là où pour pas mal de gens que j'ai pu interviewer, et moi le premier, parce que moi aussi j'ai eu cette peur de manquer, j'étais élevé dans une famille, tu vois, modeste, etc., où en fait c'était plutôt une forme de l'argent c'est pas pour moi, c'est un truc inatteignable, quoi. Ouais. À quel point t'as la sensation, toi, que cette peur de manquer a été un driver? Est-ce que t'as dû dépasser un truc à un moment donné, tu vois, pour dépasser cette peur de manquer? C'est une bonne question. Je pense que c'est quelque chose qui vient de plusieurs expériences. Mais la première, déjà, c'est que depuis que je suis tout petit, j'ai toujours adoré l'argent. Ah ouais? Vraiment. C'est-à-dire que, en fait, quand j'étais petit, mon grand-père, à sa retraite, il travaillait sur des chantiers. Donc, on allait parfois sur les chantiers. Et quand il fallait, tu vois, déplacer des parpaings ou des trucs comme ça, tu vois, on venait, on déplaçait des parpaings. Et à la fin de la semaine, on avait un peu d'argent. Et en fait, ça, moi, c'était un kiff ultime, tu vois. Genre, d'avoir cet argent, de me dire ça m'appartient. J'avais l'impression que c'était un butin, un trésor qu'il fallait que je chérisse, tu vois, toute ma vie. Et du coup, ça, c'est un truc où je pense que très petit, je me suis dit, en fait, c'est cool, tu vois, de faire de l'argent. Et c'est lié à la dureté du travail. Et en tout cas, plus je vais travailler dur, plus je vais réussir. Et en fait, il y avait comme je t'ai dit, mon collège, il était dans une zone un peu prioritaire et où en fait, on avait, pour ceux qui faisaient du latin, la possibilité de partir, tu vois, en Italie. Et donc moi, tu vois, j'étais jamais parti à l'étranger, donc j'étais en mode comme un fou, tu vois, pour ce voyage. Sauf que le voyage, il fallait le financer. Et donc pour le financer, on avait la possibilité d'aller au Franprix du quartier les week-ends pour mettre les courses des gens dans des sacs et récupérer de l'argent.
Incroyable. Le collège avait proposé ça. C'est moi qui avais fait ça avec 2 autres personnes. T'avais monté cette initiative-là? Ouais, on avait dit on va aller mettre dans des sacs et tout, c'est sûr qu'on peut faire de l'argent, tu vois. Ah ouais, et en fait, on avait fait ça parce que je voyais les gens pour des associations faire ça, donc je me suis dit pourquoi pas nous, tu vois. Et j'étais allé au Franprix, ils avaient accepté. Et en fait, c'était un truc où moi j'y passais je sais pas, genre je me rappelle, j'arrivais tôt le matin à genre 9h, je faisais 9h midi, j'allais manger, je revenais 13h 18h et je sais que je faisais genre des centaines d'euros par jour, tu vois. Et c'était parce que, tu vois, les gens, parfois, ils lâchent 5 euros. Et en fait, des gens à la caisse, t'as des centaines de personnes qui viennent, tu vois. Oui. Donc, t'as des gens qui s'en foutent, qui mettent pas d'argent. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus compliqué parce que, évidemment, les gens n'ont pas de cash. Donc, pour ce type d'initiative, ça marche pas trop. Mais en réalité, à l'époque, c'était trop bien. Et en fait, quand j'ai réalisé l'argent que j'arrivais à faire, je me suis dit, putain, mais c'est la folie. Et en fait, j'ai vite vu, tu vois, qu'avec le travail, tu pouvais réussir à faire de l'argent. Et comme moi, j'adorais l'argent, je me suis juste dit, il faut que je travaille beaucoup pour faire beaucoup d'argent, tu vois. C'était le truc un peu classique, travailler plus pour gagner plus, tu vois. Ouais. Genre, dans ma tête, ça faisait sens, quoi. Et qui matche bien avec, tu vois, le passé agriculteur. Oui, tu vois, ça fonctionne à merveille, quoi. Ouais. Ok. Et j'ai appris après, plus tard, que c'était pas du tout forcément la quantité de travail qui avait le plus d'impact sur ton salaire. Mais petit à petit, en fait, je dirais que j'avais ce driver parce que naturellement, j'aimais l'argent. Mais aussi, je pense qu'il y a un truc qui est très fort en moi, qui a toujours été dans mes valeurs, la justice, c'est vachement important. Le problème de la justice, c'est que ça reste quelque chose qui est pas forcément toujours factuel. Tu vois ? Bah oui. C'est de la morale. La morale, chacun la met là où il a envie, tu vois. Qu'est-ce qui est juste, pas juste? Comment est-ce que la loi est forcément juste? Je pense pas. Enfin, tu vois, mais c'est une boussole, en tout cas morale pour moi, qui est importante. Et la justice, c'est celle que j'ai développée quand j'étais jeune avec mes propres valeurs. Et typiquement, un jour, c'est arrivé plusieurs fois où mon père, il avait des clients qui le payaient pas. Et quand il le paye pas, en fait, c'est pas une entreprise, tu vois, qui a 10 000 personnes et c'est juste mon père, tu vois, et mon père qui a sa famille. Et en fait, ce sentiment d'injustice, parce que, en gros, quand tu payes pas un freelance, la capacité qu'il a de se retourner contre toi pour que tu le payes quand t'es une entreprise, généralement, ça lui coûte plus cher que ce que tu lui dois. Ouais. Donc, en fait, ils t'attaqueront pas. Et t'as des gens qui le savent très bien et qui en abusent, tu vois. Et quand moi, je voyais ça, en fait, ça me rendait fou. Et je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu ce driver de me dire, je m'en foutais, tu vois, des belles voitures, du statut lié à l'argent. C'est pas ça qui m'attirait. Mais par contre, me dire que, en fait, quand t'as pas d'argent, les gens, ils peuvent te traiter mal et ne pas être juste avec toi. Ça me saoulait et je me suis dit que j'avais pas du tout envie que ça soit ma vie, tu vois. Et donc, je pense qu'au fond de moi, j'avais plus un driver qui était lié à ça que lié à, tu vois, comme certaines personnes peuvent avoir sur je vais m'acheter des belles montres, des belles voitures. Une Lamborghini. Non, mais ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais c'est après, tu vois, si les gens ça les amuse et ils kiffent les voitures, très bien, tu vois. Moi, je juge pas, mais c'est juste moi, c'est pas ce qui m'a drivé, quoi. Oui, disons que pour moi, il y a une différence entre te dire, ok, en fait, j'ai réussi à gagner de l'argent et en fait, à un moment donné, je rêve d'avoir une belle voiture et en fait, je vais me la payer. Mais là, à ce moment-là, je trouve que ça vient du cœur, plus que pour une raison identitaire de te dire, en fait, pour mon statut social, j'ai besoin d'avoir une belle voiture parce que sinon, je suis pas à la hauteur en tant que personne. Je suis pas assez bien. Ouais, c'est ça. Ça change un peu, je trouve, la dynamique et la façon de voir les choses, quoi. Ok, donc, effectivement, est-ce que tu as la sensation avec le recul que d'avoir de l'argent, ça a empêché les gens de mal te traiter? Je pense à ça parce que pourquoi? Parce que j'ai reçu un invité qui était antillais, noir, tu vois, et qui me disait en fait moi j'ai voulu gagner de l'argent et gagner beaucoup d'argent parce que en fait ça allait m'éviter le racisme que mes parents ont subi, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait à la fin je lui dis, est-ce que ça t'a permis d'éviter le racisme? Et il m'a dit non. Sans doute moins que s'il avait moins d'argent, tu vois, mais ça l'a pas immunisé du racisme, quoi. Moi je pense que dans mon cas c'est sûr que la façon dont les gens te traitent quand t'as de l'argent est différente, tu vois. Enfin, tu peux pas l'enlever. Est-ce que ça empêche toutes les personnes de mal te traiter? C'était un truc de protection et tout.
Non, parce qu'évidemment, il y a des cons partout et c'est la vie. Mais par contre, est-ce que dans le business, je me fais maltraiter ? Non. Et le fait d'avoir de l'argent, pour ceux qui ont essayé, ils ont vite compris que ça marcherait pas, en fait. Et si j'avais pas eu d'argent, je sais que j'aurais pu être vraiment maltraité sur certains sujets, tu vois. Ok. Parce que je pense notamment, tu vois, à cette fameuse course entre millionnaires, entre milliardaires, tu vois. Il y a toujours ce truc. Ouais. Je sais pas si tu as regardé Succession, tu vois, mais il y a vraiment ce truc où ça a aucun intérêt d'avoir moins de 50 millions. En fait, t'es riche, mais t'es pauvre. Ouais, t'es le pauvre des riches. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il y a un peu ce dédain malgré tout, tu vois, de non, mais toi, t'en bouges pas. T'as pas 1 milliard, reste à ta place, quoi. Tu vois. Ça s'arrête pas, en fait. Ça s'arrête jamais. En fait, ça, je l'ai vite compris quand j'ai mangé avec un milliardaire après avoir du coup revendu mes parts. Il avait vu un podcast que j'avais fait, il m'a contacté et tout. Il m'avait invité à dîner. Donc tu vois, t'arrives, je comprends pas. Je pensais que c'était qu'il me donnait rendez-vous à ses bureaux ou dans un resto, sauf que c'est un immeuble. Il me dit ah non mais monte, c'est un appart que j'ai ici. Tu vois genre où je reçois tu vois des gens pour faire mes meetings. J'arrive, énorme appart haussmannien, t'as le chef, tu vois, qui vient m'accueillir. Vous avez des allergies alimentaires? Enfin, tu sais, tout ça. Il dresse une table, genre, t'es là, t'es à deux, t'as l'impression d'être dans un restaurant étoilé, quoi. Et en fait, en parlant avec lui, j'ai vite compris que c'était quelqu'un qui avait tellement d'insécurité. En fait, très rapidement, il a voulu se comparer à moi. Et alors que tu vois, genre, moi, j'étais là, mais mec, en fait, t'es milliardaire, tu sais, il y a pas de, on est même pas dans la même cour. Enfin, t'es le king, tu vois, genre, si tu veux, je fais un bisou sur ta bague, y a pas de souci, quoi, genre. Et en fait, il était là à me dire, ouais, du coup, t'as quel âge exactement? Ok, moi, à ton âge, j'avais déjà revendu une boîte. À l'époque, c'était moins, mais avec l'inflation, ça doit être un peu plus. Enfin, tu vois, genre, il me sortait des trucs comme ça. Incroyable. Ouais, et j'étais là. Il t'avait invité pour te dire à quel point t'étais moins bon que lui, quoi. Non, mais en fait, c'était très bizarre. C'était le début de notre conversation. Et en fait, petit à petit, tu vois, il a vu que moi, j'étais pas réactif à ça, tu vois. Et je lui posais des questions, je lui disais, ah ouais, putain, c'est ouf, c'était quoi la boîte? Enfin, tu vois, moi, je m'intéressais, quoi. J'ai pas besoin de faire un concours de quéquette, tu vois, avec un mec qui est milliardaire. De toute façon, enfin, on n'est même pas dans la même cour. Y a pas d'intérêt, quoi. Et donc, moi, en fait, je lui posais des questions et après, il s'est un peu détendu. Il était plus, mais au départ, c'était assez bizarre. En fait, t'avais l'impression qu'il avait besoin de prouver quelque chose. Bah oui. Alors que, et c'était marrant en fait parce que je pense que moi du coup comme j'avais pas mal de traction sur les réseaux sociaux et que lui était beaucoup plus inconnu, il y avait peut-être ce truc de tu sais il rêve d'un truc qu'il a pas et donc il se dit faut que je montre que moi aussi tu vois je suis important. Et dans ma tête j'étais là ok, enfin tu vois genre oui t'es important, t'as clairement construit un truc de fou, t'as dizaines de milliers d'employés, c'est génial tu vois. Il y a une part de moi, tu vois, j'ai jamais interviewé de milliardaire, mais il y a une part de moi qui me dit qu'en fait, tu deviens pas milliardaire par hasard. C'est-à-dire que, déjà, tu vois, millionnaire, c'est dur. Ouais. Mais en fait, milliardaire, c'est 1000 millions, quoi, tu vois. Donc après, j'entends qu'il peut y avoir un truc, tu vois, de conjoncture, tu vois, où à un moment donné, tu te retrouves avec une boîte qui marche tellement et tout. Mais pour moi, il y a un vrai truc. Ouais. Il y a une telle course à l'échalote, tu vois. Et pour moi, t'es rentré dans, enfin, c'est obligé, quoi. Je vois pas d'autres moyens de dire juste, ça finit par devenir obsessionnel pour toi, quoi. Il y a un truc derrière de besoin de prouver, comme tu dis, quoi. En fait, millionnaire, millionnaire, ça peut être la chance. Tu vois, tu peux arriver à être millionnaire par chance. Je pense, tu prends plein de gens dans la crypto, tu vois, c'est les meilleurs exemples. Hein. Après, c'est des gens qui développent, tu vois, des complexes aussi, des god complexes, quoi. Ils ont l'impression d'être Dieu parce qu'ils ont eu l'impression de prédire et c'est des gens qui gardent rarement leur argent, en fait. Souvent, hein, on s'en rend compte. Quand tu deviens millionnaire par chance, tu perds très souvent ton argent parce que t'es pas passé par les étapes qui te permettent d'être la personne qui sait réellement créer de façon répétable cet argent. Et après, milliardaire, par contre, tu peux pas l'être par chance. La plupart des gens ont envie de se dire que les milliardaires, c'est des gens un peu comme nous, tu vois, parce que une fois sur deux, ils arrivent à leur parler et ils ont l'impression d'avoir une interaction avec un être humain. Donc oui, tu peux te dire que c'est quelqu'un de très détendu, mais c'est pas le cas. En fait, on a trop tendance à vouloir normaliser ce que font certaines personnes qui sont des actes en fait totalement anormaux en fait. Et ça, je pense que c'est pour ça aussi que la plupart des gens ont des attentes un peu illusoires de l'entrepreneuriat. Et moi, je le vois, tu vois, j'ai investi dans pas mal de boîtes. J'ai dû investir dans une 30aine de boîtes aujourd'hui.
il y en a en fait qui commencent l'entrepreneuriat pas pour les bonnes raisons, ou en tout cas qui se mettent en tête que c'est une certaine vie alors que c'est pas du tout ça. Et donc quand tu as le décalage entre ce que toi tu espérais et la réalité, bah, c'est sûr que ça explique, tu vois, les 90% de taux d'échec. Oui, qui se plantent. Ouais. Parce que oui. la théorie, oui, c'est dur. la pratique. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est pas simple. Tiens, tu parlais dans une de tes vidéos de freedom number, c'est-à-dire en gros le chiffre sur ton compte en banque, j'imagine, ou peut-être dans ton patrimoine, je sais pas comment tu le vois, qui te permet d'accéder à une forme de liberté. Et tu me disais, je crois qu'on a tous un freedom number. Alors, c'est une take avec laquelle je suis pas tout à fait d'accord, mais on pourra en reparler après. C'est quoi ton freedom number à toi? Alors, en fait, je pense qu'on a tous un chiffre, mais que ce chiffre, quand on l'atteint, il peut varier. Tu vois ou pas? Bah oui, c'est-à-dire que pour moi, il n'existe pas ce freedom donc, number. Ce chiffre, il n'existe pas vraiment. En fait, tu as deux chiffres. Tu as le freedom number réaliste et le freedom number théorique. Donc le freedom number théorique, pour moi, c'est celui que les gens ont en tête, où ils se disent, avec ça, c'est sûr que je me sentirai libre de faire ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Ce qui est compliqué en fait avec quand t'as pas trop posé, tu vois, sur papier tout ce qu'il te faudrait et tout, c'est que en fait tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent pas trop, tu vois, et tu vas vouloir plus, tu vas avoir peur, machin, tout ça. Et c'est pour ça qu'en général quand tu l'atteins, t'as envie de plus en fait, parce que t'as pas réglé des problèmes un peu plus profonds de déjà ta relation à l'argent, et aussi concrètement quelle est la vie que t'as envie de mener. Et combien, tu vois, si t'es ultra précis sur la vie que t'as envie de mener, et en partant du postulat que cette vie et la façon de vivre ne va pas changer, ce qui, déjà pour moi, c'est deux conditions qui sont très complexes, tu vois, parce que la vie que j'ai menée les 4-5 dernières années et la vie que je vais mener dans les 20 prochaines années sera potentiellement totalement différent. Et donc du coup, tu vois, c'est vrai que ce chiffre, en fait, c'est un peu illusoire de réussir à le calculer, mais je pense quand même que, tu vois, si tu te dis t'as 10 millions en cash qui travaillent à 4-5% par an, bah en fait, en théorie, à partir du moment où ton capital permet par ses intérêts de te financer ton niveau de vie, voire un plus petit coussin en plus, t'as pas trop de soucis à te faire, tu vois. Mais c'est difficile, tu vois. Tu veux ma take? Vas-y. La liberté, elle est en toi. Ouais. Elle est pas dans ton, tu vois, elle est pas sur ton compte en banque. C'est sûr. En fait, ta liberté, et tu vois, typiquement, quand tu me racontes que, ok, c'est important pour toi d'avoir 3 tubes de dentifrice, désolé, je reviens là-dessus, mais je trouve que c'est génial. Pour te créer ta sécurité, je comprends vraiment, en fait, tu vois, d'où tu viens, ta peur de manquer, ton histoire personnelle et tout. Mais pour moi, en fait, tu vois, à quel point ce genre de petites choses dans ton quotidien te crée des frictions, tu vois. C'est dans ta tête, là, tu vois, de putain, s'il n'y a plus que 2 tubes de dentifrice. Comment on va faire? Non, mais t'as tout à fait raison. Non, t'as tout à fait raison, ouais. Et c'est pour ça que quand je t'entendais dire freedom number, on a tous un freedom number et tout, je me disais, en fait, ça, je crois que tu vois, c'est vraiment une illusion. C'est-à-dire que c'est un truc, c'est un truc qui est en plus promulgué par le capitalisme, quoi, tu vois. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, l'argent règle tous tes problèmes, tu vois. En plus, ça revient un peu à ce truc, c'est-à-dire qu'une fois que t'auras un certain chiffre, en fait, t'auras la liberté. Mais comme tu dis, en fait, ouais, non, une mais fois que t'arrives à ce chiffre, si t'as pas réglé ton problème de liberté, de sécurité, intérieure, en fait, ça servira à rien, quoi, tu vois. Tout comme, tu vois, les gens qui s'imaginent que l'argent va régler tous leurs problèmes. Bah, c'est pas vrai. Enfin, ça, toi-même, tu le sais, t'en parlais dans une de tes vidéos. Je te rejoins. Tu m'as fait, je pense que tu m'as fait changer d'avis là-dessus. Cool. Parce que, non, mais c'est vrai, tu vois, parce que honnêtement, en y repensant, et même quand tu m'as reposé la question, je voyais que, tu vois, mon argument, il tient pas la route. Je suis assez d'accord, tu vois, parce que j'essayais de mettre en parallèle des moments où je me suis senti le plus libre, tu vois. Et en fait, ces moments-là, en réalité, c'est des moments où j'avais quasiment rien, tu vois. Moi, j'ai voyagé autour du monde pendant 1 an
en vivant chez les locaux, en utilisant les réseaux sociaux pour me loger gratuitement chez les gens. Et en fait, j'avais pas de thunes, tu vois. Et juste, j'étais super libre, j'allais où j'allais quand je voulais. Pareil, tu vois, je fais pas mal de randonnées où je pars un peu en autonomie et je vis dans la nature seul, tu vois. Et ça, c'est des moments où, idem, en fait, tu te rends compte que, tu sais, une tente, qu'il pleuve ou pas, en fait, t'es à l'abri, t'es au chaud, t'as un duvet, tu vois. Je dis pas que c'est la vie que j'ai envie d'avoir tout le temps. Après, mais si c'est ton quotidien, c'est bien plus chiant, mais. C'est clair, ça c'est clair. Et quand t'es pas dans les montagnes, dans des endroits magnifiques, c'est clair que c'est bien plus chiant. Mais en réalité, c'est vrai que ce que tu dis sur la liberté et que c'est quelque chose qui est en toi, c'est très vrai. C'est très vrai. T'as l'impression d'être libre aujourd'hui ? T'as l'impression d'être plus libre avec tous les sous que t'as sur ton compte en banque ? J'ai plus d'optionnalité. On y revient. Est-ce que j'ai l'impression d'être plus libre ? Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Aujourd'hui, je pense que oui, parce que j'ai l'impression de m'être posé quand même depuis quelques temps les bonnes questions qui font que j'ai réussi à me sortir de choses qui n'étaient pas forcément, qui me rendaient pas forcément libre, tu vois. Comme quoi ? En fait, pendant très longtemps, tu vois, quand tu revends 20% de ta boîte pour 30 millions, que t'as des investisseurs qui viennent, en fait, tu sais que ces investisseurs, ils viennent pour faire plus d'argent, tu vois. Oui. C'est le but, tu vois. Ils managent l'argent d'autres personnes. Donc, en fait, toi, tu rentres dans une course qui est de te dire, il faut que j'arrive très vite à un certain palier de revenus avec une bonne croissance, des bons chiffres, pour que un jour, soit on rende la boîte publique, soit qu'on décide, tu vois, de se faire racheter. Et dans ce cas-là, qu'il y a un événement de liquidité, quoi, pour l'investisseur. Ouais. Et en fait, ça te met dans une position où tu rentres, en gros, dans une course qui est sans fin, du chiffre le plus élevé de revenus que tu dois faire. Et ça te met, en fait, dans une condition qui est pas forcément une condition d'être libre à 100%, tu vois. En tout cas, ça t'a mis dans une condition qui n'était pas libre à 100%. À un moment. Ouais, okay. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, je pense que je me mettais une pression, tu vois, qui était pas forcément super saine par rapport à tout ça. Et c'est vrai, tu vois, que j'ai dû un peu me poser parce que, évidemment, tu vois, moi, de façon générale, j'ai jamais... tu vois, la dette, par exemple, c'est un sujet. Maintenant, tu vois que j'ai beaucoup d'argent. Tu peux vivre, tu as plein de façons d'optimiser, notamment avec le crédit Lombard. Donc, tu vois, la plupart des riches, c'est ce qu'ils font. Tu vois, ils prennent... En fait, ils vivent à crédit. Ils vivent à crédit parce qu'ils payent pas d'impôts. Ils mettent en fait leurs assets plutôt que de sortir de ta holding des dividendes et donc de faire taxer à la flat tax. En fait, tu prends ta holding, tu mets 1 million de ta holding qui est placée en banque et la banque te donne 1 million ou des actions ou peu importe et ils te donnent 1 million en cash avec lequel tu peux vivre. Eux, ils activent le cash. Toi, tu payes que des intérêts. Donc en fait, tes intérêts, ça t'enlève et ça te réduit ton impôt. Mais en fait, ça, c'est un truc que moi, je veux pas faire, tu vois, parce que j'ai ce truc de j'aime pas la dette en fait. J'aime pas la dette, j'ai jamais aimé qu'on me prête de l'argent, j'ai jamais, tu vois, donc quand t'as un investisseur... J'imagine que ça vient de papy-mamie, ça. Ah bien sûr, ouais, et puis ça vient aussi du fait que le seul placement qui était ultra sécure que mes parents ont fait,
leur a fait perdre de l'argent, tu vois. Alors que c'était un truc où personne ne perd jamais d'argent là-dessus. C'était quoi? J'ai oublié exactement ce qu'ils avaient pris, mais je crois qu'ils avaient pris des obligations ou un truc comme ça. Et il y avait un truc, tu sais, genre, il y a eu, je sais pas, un événement qui a fait que dans 0,00001% des cas, il peut y avoir une couille et ça leur est tombé dessus, tu vois. Et donc, ils ont pas perdu énormément puisque, tu vois, c'était limité, t'avais quand même des barrières, etc. parce que c'était le produit le plus sécure de la banque. Mais et donc en fait moi j'ai grandi avec la banque peut te voler ton argent, il faut pas investir non plus, et je sais pas ce que c'est l'inflation, tu vois. Donc c'est sûr que tu vois aujourd'hui, je trouve, tu vois, que la dette en fait c'est pas quelque chose qui intérieurement, je le fais évidemment, tu vois, genre je prends de la dette, j'ai du levier, etc. Je l'utilise, mais j'ai toujours au fond de moi, Ça te fait flipper? une mini crainte que je sais rationaliser par la suite, mais j'ai besoin de faire cet effort mental de m'expliquer à moi, non mais regarde, et de m'auto-rassurer en fait. Tu vois ou pas? Bah, je comprends. Ouais. C'est mon métier, tu sais. Donc... Et en fait, le truc, c'est que je crois, si je peux te filer un conseil, je crois qu'en fait, c'est des émotions. Et qu'en fait, le problème de les rationaliser avec le cerveau, même si je vois bien à quel point tu as un cerveau très bien fait, tu vois, c'est que, en fait, le cerveau, il sait pas rationaliser les émotions. Il sait pas, il sait pas calmer les émotions. Juste le cerveau, il est juste là, et en fait, toi, tu le rationalises parce que, j'imagine, tu vois, tu prends, tu vois, les fameuses, t'as le 0,001%, enfin tu vois, ça arrivé à mes parents, mais en fait en vrai c'est hyper rare, et puis bon il y a plein de sous-couches, etc. En attendant, ça enlève pas l'émotion qui est présente, quoi. Tu vois, même si t'arrives à la diminuer, elle est tout le temps là, quoi. Donc je comprends. En fait c'est marrant parce que il y a une part, enfin tu vois, je me dis en fait Guillaume, c'est génial parce que t'es super riche, et en même temps il y a une part de toi qui a pas envie de jouer au jeu des riches, quoi. Ouais, parce que... Et quand tu vois, quand je dis le jeu des riches, c'est genre, c'est une autre partie que le reste du monde, quoi, tu vois. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de... En gros, si tu veux, j'ai rencontré quand même pas mal de personnes très très riches aujourd'hui, et je pense de plus en plus. Et je trouve qu'il y a quand même des choses qui... Évidemment, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, t'as plein de gens différents, etc. Mais... ce côté du statut lié à la richesse, qui est très souvent, parce qu'en fait, quand on regarde un peu, tu vois, la pyramide avec ce qui nous motive dans la vie, donc le statut, la santé, ou je sais plus ce que c'est le troisième, mais c'est en gros, t'as 3 choses qui peuvent te motiver. Ceux qui sont drivés par le statut, c'est un jeu en fait qui se termine pas. Et toujours plus riche que toi. Il y a toujours déjà plus riche que toi. Même entre Jeff Bezos et Elon Musk qui se tirent la bourre, tu vois. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Et en fait, j'ai quand même eu le feeling que ces gens-là sont pas les gens les plus heureux que j'ai rencontrés, tu vois. Et sont pas les gens les plus sains que j'ai rencontrés non plus, tu vois. Parce que l'argent, ça crée beaucoup de déviance. Parce que tu vois, quand t'as de l'argent, ça veut dire que t'as aussi potentiellement un peu plus de pouvoir. Ça te met dans une position où la plupart des gens ont l'impression d'être totalement différents, au-dessus. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que le jeu de l'argent, c'est un jeu que beaucoup de personnes... En fait, tout le monde joue au jeu de l'argent, parce que tout le monde est payé d'une certaine manière. Mais très peu de personnes comprennent le jeu de l'argent. Parce que très peu de personnes ont les règles du jeu. Et ça, c'est un truc qui, pour moi... est le plus gros problème aujourd'hui, en fait. Et c'est aussi sur quoi se repose entièrement le capitalisme. C'est de dire, tu vois, que tu as une asymétrie de l'information et que grâce à cette asymétrie de l'information, il y a des gens qui vont faire beaucoup plus d'argent que d'autres. Et en gros, quand tu regardes ces gens-là, quand ils arrivent à à certains paliers, il y a un peu le syndrome de Dieu, quoi, tu vois. T'as l'impression que tout t'appartient, que tu peux tout faire, que t'es invincible. Mais je trouve que dans ta vie, ça te fait agir de certaines façons qui, moi, sont trop éloignées de mes valeurs, tu vois. Ouais. Et donc, c'est vrai que même si ce jeu m'a vachement excité pendant très longtemps et que c'était important pour moi de faire beaucoup d'argent, aujourd'hui, j'aime toujours l'argent. J'ai encore
des objectifs, tu vois, parce que je me sers de l'argent comme un outil pour réussir à faire les projets que j'ai envie de faire. Mais c'est pas une fin en soi, tu vois. Ouais, j'allais dire à quel prix, tu vois. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir gagner autant d'argent quand t'étais plus jeune? Je pense qu'il y a eu plusieurs drivers. Un premier, c'est évidemment de te dire que l'argent va résoudre plein de tes problèmes, tu vois. Et je pense qu'on est tous un peu comme ça. Grave. Et c'est un bon driver. Hein. Enfin, tu vois, t'as un problème, tu veux le résoudre. Bah, si c'est un problème qui est suffisamment important, tu vas mettre toute ton énergie pour y arriver. Et ça, je pense que il y a que dans ces moments-là, en fait, que tu te donnes vraiment les moyens d'arriver à tes fins, tu vois. Et donc, c'est pour moi un driver qui est honnête. Je pense qu'il y avait le côté sécurité, tu vois, te dire que t'allais te mettre à l'abri. Ça va pouvoir te permettre de t'acheter 3 tubes de dentifrice d'un coup. La folie. Et après, il y avait évidemment le côté... En fait, il y avait le côté... Je dirais qu'il y avait plusieurs paliers, mais il y avait une partie qui était des problèmes, tu vois, que tu as envie de résoudre. Une partie qui était ma famille. Je trouvais ça quand même cool, tu vois, par rapport à mes parents. Tu vois, le côté redonner à mes parents, je trouvais que c'était vachement important. Tu leur as donné des sous? Ouais. Ouais. Bah, c'est un des premiers trucs que j'ai fait. Enfin, en réalité, tu vois, souvent quand je suis dans des podcasts ou des trucs comme ça, les gens ils me disent c'est quoi le truc le plus stylé que tu t'es acheté quand t'as tout fait? Et dans ma tête, en fait, j'avais déjà fait un peu d'argent avant, donc j'avais déjà mon appart, tu vois. Enfin, au final, oui, je fais un peu d'IMO à droite à gauche, c'est des trucs cool, mais j'ai pas trop changé, quoi. Tu vois. Enfin, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez simple, en gros. Enfin, tu vois, j'ai été élevé comme ça, c'est ma vie et c'est la vie que j'aime. Tu vois, j'ai pas besoin. Ouais. Et après, dans le driver, il y avait la liberté. Mais une fois de plus, la liberté, on en revient, ouais. Comment tes parents vivent le fait que tu aies gagné autant d'argent, en dehors du fait que tu leur en aies donné, quoi, tu vois? Et notamment par rapport à leur histoire, tu vois, la peur de manquer, etc. Enfin... Bah, c'est assez marrant, en fait, parce que du coup, en fait, je savais pas s'ils allaient accepter l'argent que je voulais leur donner. Trop intéressant. Et donc, du coup, j'en ai parlé à mon père. Et instantanément, il m'a dit, ouais, ok. Tu vois. Et donc, je donne de l'argent à mes parents, en gros, l'équivalent de tous les mois. Hein. Je sais pas tous les mois, mais c'est plutôt tous les trimestres. Mais bon, peu importe, quoi. C'est l'équivalent. Et en fait, un jour, on était chez mon frère. Et moi, je pensais que mon père, il en avait parlé à ma mère, quoi. Tu vois, ça faisait un peu plus de 2 ans que tous les trimestres, je donnais de l'argent et tout, tu vois. Et à un moment, mon frère, il lâche, non, mais de toute façon, avec l'argent que Guigui vous donne, tu vois. Et ma mère, elle fait, comment ça, l'argent qu'il nous donne et tout. Et après, genre, et mon frère, il fait, bah si, il me donne. Et après, genre, là, je vois mon père qui fait, et mon père, c'est le classique. Et il regarde ma mère, il fait, mais si, je te l'ai dit. Et mon père, toute la vie, ça a été comme ça avec ma mère. Dès qu'il y avait des trucs qu'il lui disait pas, quand elle l'apprenait, il a une capacité de mauvaise foi. Ouais, mais vraiment. Et alors que ma mère, tu vois, c'est quand même la personne à qui, quand tu lui dis un truc, tu sais que c'est gravé pendant, genre, c'est une base de données, quoi. Elle peut te savoir quand tu l'as sorti, avec quel ton, enfin, tu vois. Et bref, du coup, c'était assez drôle. Il a fait quoi, ton père, avec cet argent, alors? Bah, ça, c'est le pire truc, quoi. C'est que mes parents, je leur donne de l'argent qu'ils économisent. Alors que non, c'est vrai. alors que moi, je leur dis, genre, à la base, c'était parce que pour leur retraite, tu vois, pour qu'ils puissent kiffer, se faire des voyages. Tu vois, j'essaye de donner. Bon, ça va peut-être évoluer avec les années, tu vois, mais en gros, l'équivalent de 5 000 par mois, tu vois. Donc, c'est quand même... C'est trop bien. C'est très cool. Ouais. Donc, ouais, Et donc, ils économisent ces sous? Ouais, je pense qu'il y a des trucs qui sont servis parce qu'ils en avaient besoin pour des petits projets, des petits trucs à droite à gauche, tu vois. Mais je pense que ça les rassure parce que, en fait, pour eux, mon histoire, elle reste... Elle est pas dans un référentiel qui est logique. Parce qu'en fait, un ovni, quoi. Ouais, et parce que en fait, c'est pas logique
que quelqu'un fasse autant d'argent en si peu de temps. Ce qui est déjà, tu vois, un ovni pour la plupart des gens, mais pour mes parents, tu vois, qui ont bossé... Enfin, toi, mes parents, ils ont bossé 40 ans pour peut-être réussir à économiser, je sais pas, tu vois, quelques dizaines de milliers d'euros, tu vois, ou un truc comme ça pour préparer leur retraite. Mais tu vois, et ça veut dire vraiment économiser... pas de voyage stylé. Mes parents, ils ont jamais quitté l'Europe. Tu vois, c'est des trucs. Donc ouais, je pense que ouais, dans leur référentiel, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ah oui. Et vu que c'est pas quelque chose qui est reproductible ou naturel, bah en fait, ça veut dire que ça peut partir aussi vite que c'est arrivé. Donc je pense que c'est ça qui peut-être les stresse. Après, avec le temps, je dirais que notre relation, elle a pas mal changé aussi, parce qu'en fait, tu prends un rôle aussi qui est le rôle de celui qui donne et celui sur qui on peut s'appuyer si il y a des problèmes financiers. Ce qui, je pense, est vachement rassurant, tu vois, pour mes parents, de se dire, toi, c'est comme ma grand-mère en fait. Ma grand-mère, tu vois, elle a vachement peur de manquer. Elle était là en mode je dis mais t'as combien? Et en fait elle a assez d'argent sur son compte mais elle a peur. Et donc classique, hein, tu vois, toute la famille a ce truc. Bah et du coup je lui ai dit à mamie mais en fait je dis tu penses que j'ai combien d'argent moi? Elle dit oh je sais pas et tout parce qu'en plus tu sais on parle pas d'argent avec les grands-parents. Je dis vas-y dis un chiffre tu vois. Et elle dit des trucs mais je lui dis mais tu te rends pas compte en fait. Enfin je dis c'est 100 fois plus que ça quoi tu vois. Et elle me dit ah bon c'est beaucoup, et je dis oui ben donc tu vois si t'as un truc demain il y a assez d'argent sur ton compte instantanément il y a pas de sujet tu vois. Elle me dit ah c'est gentil et tout et c'est pareil tu vois, ça rassure en fait, ça rassure les gens de se dire que il y a quelqu'un dans leur entourage qui peut potentiellement subvenir à leurs besoins si il y a la nécessité quoi. Bah dis donc Guillaume. Mais ouais, c'est trop drôle de voir à quel point... déjà, bravo de faire ça, parce que je trouve... je comprends le décalage qu'il peut y avoir avec les intervieweurs qui te disent « Alors, t'as acheté une voiture ?» T'es là. Non, j'ai envoyé de l'argent à mes parents. Non, mais je pourrais acheter une voiture, c'est juste ça fait pas... Tu vois, c'est pas... Ouais, je comprends. Je vois bien comment ça se situe. Ça pourrait être dissonant pour toi. Mais... et en fait, c'est intéressant aussi de voir à quel point, tu vois, quand tu viens... donner de l'argent à un moment donné à tes parents, de voir comment eux réagissent avec ça et qu'en fait bah ok ils vont faire comme ils ont fait toujours d'habitude quoi, c'est-à-dire économiser au cas où quoi. Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir toi à ce moment-là? Il y a un peu ce truc En fait ça m'a saoulé genre pour être honnête. Ah, ça m'a saoulé parce que j'étais là mais après je le comprends parce qu'en fait mes parents pendant longtemps ils étaient dans la peur dans l'appart où ils étaient parce qu'il y avait un endroit où il y allait avoir beaucoup de travaux et ça allait coûter cher et ils avaient pas cet argent donc en fait ils économisaient pour ça, ils me l'avaient pas trop dit et donc tu vois c'est plus tard que j'ai appris donc là c'est un peu en train d'être réglé et je pense que bon ma mère elle a beaucoup d'anxiété tu vois, c'est quelqu'un de très très stressé qui peut enfin tu vois nous quand on allait prendre le train genre moi j'arrivais à la gare comme si j'arrivais à l'aéroport quoi tu vois, genre c'était 1h30 en avance tu vois et quand on partait et qu'on savait qu'on était genre vraiment ultra large, enfin tu vois ma mère elle était en sueur, elle stressait, c'était vraiment en mode faut pas louper le train quoi tu vois et ça c'est un truc où ma mère elle a besoin d'avoir un cadre dans lequel elle se sent bien et dans lequel elle est pas stressée, et tant qu'il y a un truc qui la stresse dans son quotidien elle peut pas trop penser au reste. Donc tu vois partir en vacances et se faire kiffer alors qu'elle a pas réglé le plus gros problème, tu vois, enfin elle peut faire des petites vacances à droite à gauche sans qui sont des vacances qu'elle a déjà fait, donc genre aller chez mes grands-parents ou des trucs comme ça et se détendre, mais sinon c'est pas trop ça, tu vois. Et ça tu vois c'est assez intéressant en fait de voir la façon aussi dont les gens ou en tout cas comment ils peuvent penser mes parents, et donc en gros je me suis dit bah c'est pas grave tu vois, il faut juste les rassurer sur d'autres sujets pour que eux puissent vivre un peu la vie qu'ils ont envie de mener quoi. Ça t'a fait un miroir à ce moment-là de là d'où tu viens quoi? Bah ouais c'est clair. Bah en fait tu vois tes comportements dans ceux de tes parents tu vois, donc c'est assez marrant. Et après moi j'avoue que ces dernières années j'ai quand même fait le taf de dépenser plus que ce que je dépensais dans le passé et
Enfin, tu vois, c'est des exercices qu'il faut faire, quoi. Tu vois, C'est un vrai travail, hein, t'as raison. T'es habitué, tu vois. Donc, il y a plein de trucs, tu vois, que je fais où, bah, tu vois, genre, je fais les courses, je regarde pas combien ça me coûte avant de payer. Tu vois, genre, je vais au resto, pareil. Enfin, tu vois, c'est des petits trucs qui font que j'essaye de faire en sorte que l'argent, ça soit plus des chiffres, tu vois, et plus quelque chose, mais juste essayer de vivre en fait sans y penser. Ouais. Et t'y arrives? Franchement, plutôt bien. Ok. Ouais, plutôt bien. Évidemment, quand il y a des gros trucs, tu vois, à plusieurs millions, bah oui, là, tu te poses toujours des questions, t'as toujours un peu un mini stress au départ, mais ouais, ça va. En fait, je pense que c'est cool d'avoir ça parce que ça m'a permis de travailler sur plus ma relation au succès, ma relation à l'argent de façon générale et avoir une mentalité assumer en fait une mentalité que je pense que j'ai toujours eue mais qui est très liée au karma, quoi. Tu vois, c'est-à-dire si tu fais des choses bien, il y aura toujours des choses bien qui t'arriveront, tu vois. Donc de ne plus en fait mettre son destin que entre ses mains et plus le mettre dans les mains de l'univers, tu vois, de façon générale. Bon, ça peut faire très you yaya comme moi je suis très you yaya, tu sais, donc tu peux y aller. Non mais en gros, tu vois, je pars quand même du principe que pour moi l'argent c'est de l'énergie aussi, tu vois. Et en gros, quand tu prends l'argent, c'est là où on stockait la valeur. Ça a toujours été, tu vois, pareil, le salaire, ça vient du sel. Tu vois, si tu prends toute l'histoire de l'argent, c'est vachement intéressant de voir comment les premières banques se sont développées, qu'est-ce qu'étaient les premières banques, pourquoi est-ce qu'en fait on a utilisé l'argent. Et l'argent, en fait, c'était, au final, tu vois, c'est du troc. Donc c'est un échange de services qui a été valorisé d'une certaine manière. Ouais. C'est juste que le troc devenait tellement compliqué que les gars se sont dit, on va créer un truc. Ouais, pourquoi ne pas avoir un endroit où on peut stocker la valeur. Et en fait, puisque tu stockes de la valeur, tu stores d'une certaine façon aussi de l'énergie. Puisque pour moi, on peut prendre que ce soit la chose la plus basique comme l'électricité, les ondes, le wifi, tout ça, c'est évidemment de l'énergie qu'il faut pour que ça fonctionne. Si tu prends l'intelligence artificielle, c'est de l'énergie, c'est de la puissance de calcul. Donc quand toi tu travailles, que ce soit juste derrière ton bureau avec l'énergie que tu mets pour faire fonctionner ton cerveau ou l'énergie que tu produis pour déplacer un objet d'un point A à un point B. Donc en fait, tout est énergie. Et pour moi, c'est un petit peu ça de se dire quelle est l'énergie que je mets dans ce monde et quelle est l'énergie que je recevrai par la suite, tu vois, et à quel point j'en suis vraiment maître et est-ce que je dois tout contrôler, tu vois. C'est intéressant ce truc parce que je l'entends beaucoup dans le milieu spirituel, le fait que l'argent c'est de l'énergie, tu vois. Et je l'entends de plus en plus dans le milieu entrepreneurial. Je trouve ça intéressant parce que pour moi c'est une projection de plus. C'est-à-dire que vraiment si tu pars du principe que l'argent c'est un moyen de transaction, c'est un truc neutre. En fait, et nous, en tant qu'humains, tu vois, comme on est des génies, tu vois, c'est comme si c'était un mur blanc. Et nous, on a passé notre temps à projeter dessus des trucs qui ont strictement rien à voir avec lui. Et l'énergie, même si c'est positif, tu vois, je trouve que c'est une projection de plus. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, l'objectif, c'est de sortir de toutes les projections de l'argent et de venir juste se dire, OK, en fait, c'est un moyen de transaction et qu'est-ce que j'en fais? Ça nous permet d'être vachement plus neutre par rapport au sujet, quoi, tu vois. Ouais, et je comprends l'idée de l'énergie, tu vois, je vois bien l'idée qu'il peut y avoir derrière. Mais en fait, je trouve que ça reste quand même une projection de plus, même si c'est une projection positive, ça reste quand même une projection qui a strictement rien à voir avec je te donne un truc et en échange tu me donnes quelque chose. Tu vois. Et donc toi, genre juste pour creuser un peu ta vision sur le côté c'est un moyen de transaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'accordes pas de valeur à ça ou? Ça veut dire qu'il est neutre. Il est neutre, donc pas de valeur ou... Non, il n'y a pas de valeur. C'est-à-dire que pour moi, justement, il faut enlever la valeur. Ce qui ne veut pas dire que tu peux pas l'aimer, ce qui ne veut pas dire que tu peux pas, tu vois, décider d'en faire des choses avec. Mais justement, il n'a pas de valeur dans le sens où, typiquement, tu vois, j'entends bien quand tu dis c'est important, tu vois, de garder la valeur de l'argent. Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais en fait... le truc, c'est que souvent, c'est des trucs qu'on se refile de génération en génération. Tu vois, comme il y a beaucoup d'inconscients en plus, il y a beaucoup de trucs qui sont passés, qui sont pas du tout mentionnés, qui sont non dits. Ça peut créer aussi, tu vois,
des frustrations chez les gamins, ça peut créer aussi des peurs de manquer, ça peut créer plein d'autres choses qui ont strictement rien à voir avec juste le fait de se dire, en fait, fais attention, comment tu fais pour gérer ton argent, quoi. Ce qui est strictement, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et tu vois, moi, j'ai une gamine qui a 19 ans, bah là, typiquement, ça fait 3 ans qu'on travaille sur sa relation à l'argent parce que elle avait tout claqué, machin, elle claquait tout, c'était un panier percé, dès qu'elle avait de l'argent, elle le claquait. Et puis là, petit à petit, tu vois, elle est en train de se rendre compte, mais je vois bien, en fait, qu'elle se rend compte par l'expérience d'elle et pas par rapport à des trucs que j'ai pu lui dire, du genre, attention, l'argent, ça a une valeur, machin, il faut que tu gardes la valeur de l'argent. Non, juste, en fait, fais gaffe, une fois que t'as tout dépensé, bah après, en fait, t'en as plus, et qu'est-ce que t'en fais, quoi. Et donc là, maintenant, tu vois, elle est indépendante, elle a son appart, donc elle commence à payer un peu ses trucs et tout. Je la vois stressée, elle est là, je suis là, souviens-toi, c'est important. Et en fait, elle a récupéré le stress de sa mère. Okay. Parce que moi, je suis plus détendu par rapport à ça, mais tu vois, ça fait partie du truc aussi, il faut qu'on fasse gaffe à ce qu'on refile à nos mômes, quoi, tu vois. Ah, c'est clair. En fait, et après, ils finissent par acheter 3 tubes de dentifrice. Et ça a créé leur sécurité. Alors que Guillaume, t'as tout pour toi, t'as pas besoin d'avoir la sécurité dans tes tubes de dentifrice. Bref. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé parler dans le podcast? On a parlé de plein de trucs. Hein. On n'a pas parlé de l'argent et les autres. Ah. C'est intéressant aussi, tu vois, des relations, oui. Relations amicales ou autres que l'argent. Enfin, l'impact de l'argent sur tes relations avec les autres. Ça, c'est un sujet. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ben, je suis encore en apprentissage par rapport à ça. J'ai beaucoup d'amis en fait d'enfance, moi, donc des amis, tu vois, que j'ai depuis 30 ans ou des dizaines d'années. Tu connaissais avant que tu deviennes quelqu'un. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, et c'est important. Moi, je trouve ça important. Ouais, je trouve que c'est cool. Après, évidemment, quand les gens changent beaucoup trop et que, enfin, tu vois, ça sert à rien non plus de rester avec toutes les personnes que tu as rencontrées il y a 1000 ans parce que évidemment, tu peux aussi avoir des parcours de vie différents. Oui. Mais avec les gens que moi je considère comme des amis, en fait, c'est vrai que je trouve que ça complexifie parfois les choses. Ça m'est arrivé d'avoir des potes qui me prennent un peu pour leur banque. Et ça, du coup, tu vois, j'avais prêté 20 000 € à quelqu'un qui devait me rembourser. C'était l'histoire de quelques semaines parce que c'était un prêt de banque qui s'était décalé. C'était pour l'aider sur un truc et tout. Et en fait, les 3 semaines se sont transformées en 6 mois, tu vois. Pour moi, évidemment, ça changeait pas ma vie, mais c'était plus le côté, t'avais acté et à un moment, cette personne, tu vois, elle m'avait sorti en gros, non, mais de toute façon, ça t'impacte pas, tu vois. Et en gros, pour moi, c'est pas ça le truc. C'est pas est-ce que ça m'impacte, c'est juste est-ce que le contrat qu'on avait, il est respecté ou pas, tu vois. Exactement. Et je trouve en fait l'argent, c'est quand même un amplificateur de la personne que tu es réellement. Et les histoires d'argent, je trouve que même si, tu vois, tu te dis, faut pas s'embrouiller pour des histoires d'argent ou quoi, je trouve souvent que ça révèle le type de personne que tu peux avoir en face de toi. Et ça, c'est un truc, tu vois, où je pense que si tout le monde avait beaucoup d'argent du jour au lendemain, tu te rendrais compte de la vraie nature de certaines personnes et ça pourrait être choquant, tu vois, parfois. Après, il y a évidemment plein de mes potes avec qui ça a rien changé, mais moi, c'est vrai que je suis quelqu'un où, tu vois, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon meilleur pote. C'est vraiment comme mon frère. Je sais qu'il se mariait cette année, que lui, niveau financier, c'était compliqué. Donc, il avait déjà plein de choses à payer et tout. Tu vois, quand il était là avec sa future femme, tous les restos qu'on s'est fait dans l'année, je leur ai pas laissé payer une fois, tu vois. Et ça, pour moi, c'est normal. Mais après, tu vois, c'est vrai que quand je suis avec d'autres potes, que j'organise des trucs en mode on est censé organiser à plusieurs et que je me mets à payer parce que c'est plus simple et que personne me demande combien on me doit, ça, tu vois, genre, c'est des sujets pour moi. Pas parce que j'ai dépensé plus que toi ou quoi, mais juste parce que, en fait, je suis pas la banque et je suis pas celui, tu vois, qui invite à chaque fois, en fait. C'est pas mon rôle. Tu vois, t'es avec des gens surtout que dans mes potes, j'en ai qui gagnent très bien leur vie, mais qui, parfois, tu vois, vont avoir des réactions qui peuvent être un peu bizarres par rapport à tout ça.
Et ça, j'avoue que c'est encore des sujets que je navigue en ce moment, tu vois, et sur lesquels j'ai pas toutes les réponses. J'essaye de communiquer au maximum, tu vois, pour clarifier certaines choses et comprendre en fait pourquoi les gens agissent d'une certaine façon, tu vois. Est-ce que c'est moi de mon côté qui ai laissé l'impression ou donné l'impression que dès que je dis qu'on va faire quelque chose, c'est à moi de tout payer, ou est-ce que tu vois, enfin et donc du coup ouais, c'est important je pense de naviguer ce genre de sujet de façon assez honnête et transparente, mais aussi de savoir mettre ses limites, tu vois, parce que dans les faits, en fait, payer, je sais pas, 1000 balles un week-end pour tes potes, tu t'en fous, tu vois, c'est rien. Mais en réalité, il faut que tu le fasses parce que ça vienne de toi, tu vois, et pas parce que tu as été contraint obligé de le faire ou obligé, tu vois. Parce que tu pars du principe, parce que les autres partent du principe que tu as de l'argent et que donc, en fait, c'est toi qui payes. Ouais. Tu vois, j'ai interviewé Sébastien Lucas, je sais pas si tu connais, qui avait une boîte qui s'appelait Oxalide et qui l'a vendue et qui a récupéré, alors il dit pas la somme, mais une somme à 10 chiffres. À 8 chiffres, pardon, pas 10 chiffres. À 8 chiffres, ce qui est déjà pas mal, Ouais, donc quelques dizaines de millions, ouais, ok. Plus de 10 millions d'euros. Ouais. Et en gros, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu et on se voit pour parler du podcast qui est à venir et tout, tu vois. Et en fait, je l'invite. Mais tu vois, spontanément, c'est-à-dire qu'à la fin, je sors ma carte bleue, je dis putain, ça me fait trop plaisir de t'avoir vu, je t'invite, quoi. Il était choqué. Il était là, mais comment ça, tu m'invites? Je suis là, bah oui, je t'invite. Il est là, mais enfin non, mais en fait, personne m'invite jamais. En fait, c'est toujours moi qui paye au premier abord. Je suis là, waouh, c'est choquant. Et en fait, il m'a dit, ça me fait trop plaisir que tu m'invites parce que ça ne m'arrive plus jamais, en fait. Donc, j'étais là, waouh, peut-être change d'amis, je sais pas. Mais mais ouais, ça fait partie du truc, quoi. Moi, c'est un peu pareil avec la notoriété, tu vois, pour avoir rencontré des gens aussi qui ont de la notoriété. Aujourd'hui, c'est compliqué. Est-ce que c'est d'autant plus compliqué pour toi de faire rentrer des nouvelles personnes dans ta vie? Parce que tu te dis, ok, en fait, ces gens-là viennent potentiellement pour mon argent, pour ce que je représente. En fait, c'est vrai que ça m'a fait comprendre pourquoi les riches restent entre riches. Ce qui est horrible, hein. Tu vois, enfin, qui est un truc que j'ai toujours critiqué et que j'ai toujours. Mais en réalité, en fait, je dirais que j'ai au moins une chance sur une partie, c'est que je pense que toute ma vie, j'ai eu des relations amoureuses, tu vois, depuis tout temps. Et c'est pas l'argent qui du jour au lendemain m'a transformé en quelqu'un qui pouvait trouver, tu vois, des compagnes, quoi, tu vois, on va dire. Donc en gros, j'ai évité ce que certains potes à moi, tu vois, peuvent vivre. En gros, des gens qui ont jamais eu de succès avec les filles pour 1000 raisons différentes et qui, lorsqu'ils commencent à avoir beaucoup d'argent, en fait, d'un coup, ont un boost aussi de confiance. Et se permettent de faire des choses qu'ils faisaient pas avant et potentiellement ça peut marcher. Et du coup, attire aussi parfois les mauvaises personnes, tu vois. Et ça, je pense que c'est une chance que j'ai eue d'avance et que pour moi, c'est assez facile, tu vois, de repérer. Non, mais je pense que c'est même pas une question physique, tu vois, c'est juste, j'ai grandi comme ça, quoi. Mes racines italiennes. Giorgio. C'est un séducteur. Non, mais voilà. Mais donc du coup, tu vois, genre, c'est vrai que pour moi, spotter des michtos, c'est assez facile et c'est pas, voilà, je sais m'en préserver. Mais par contre, c'est vrai que t'as des gens. Je pense que j'ai un instinct qui est assez développé et je le vois assez bien, ou en tout cas, je le sens assez bien. Parfois, je me trompe, hein, comme tout le monde, mais je sens assez bien les gens qui viennent avec de l'intérêt. Et ceux qui sont en fait naturellement comme ça. Et donc, pour moi, un des meilleurs moyens en fait de juger le caractère de quelqu'un, c'est de regarder comment il traite les gens chez qui il est sûr que cette personne ne peut rien lui apporter. Et en fait, c'est ça, tu vois, moi, quand t'as quelqu'un qui m'envoie un email pour me poser des questions spécifiques sur un sujet, je réponds, tu vois. Et je sais que cette personne, enfin, tu vois, j'ai dû aider, honnêtement, par année, je dois aider plusieurs centaines, voire proche du millier de personnes. Parce que chaque jour, je réponds au moins à 2-3 personnes sur des sujets spécifiques. Et en fait, ces gens-là, tu vois, la plupart, j'ai
oublié leur nom, leur projet, ce qu'ils font, tout ça. Mais à un instant T, je me suis posé. Et parce que j'ai toujours été comme ça. Mais ça, en fait, je l'ai fait depuis tout temps. C'est comme, tu vois, les gens qui te disent je donnerai à des associations quand je serai riche. En fait, non, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le feras pas plus tard. Et c'est la même chose avec les caractères des gens, tu vois, qui sont là à vouloir, en fait, essayer, tu sais, de s'entourer de personnes par intérêt. Moi, en général, je le remarque assez facilement, tu vois. Mais après, tu vois, je juge pas non plus le fait de se dire que t'as envie de te construire un cercle par intérêt, puisque, enfin, tu vois, le cercle de gens proches avec qui t'es, c'est logique que tu le fasses par intérêt, tu vois. Tu le fais par intérêt parce que cette personne, elle te fait rire, cette personne, tu t'entends bien avec elle. Tu vois, tu peux potentiellement aussi te dire que quand tu as des amis qui ont la même richesse que toi, en fait, tu peux faire le même type d'activité, que ça crée un pied d'égalité sur plein de choses. Donc, je le comprends, tu vois, et je le critique pas. Mais c'est sûr que, tu vois, toutes les personnes un peu néfastes qui peuvent tourner dans ce monde où il y a beaucoup d'argent, j'essaye globalement de rester loin de ces gens, quoi. Bravo, Guillaume. Merci beaucoup, en tout cas, c'était trop cool. Merci pour l'invite. Un grand merci. Je mettrai tous les liens pour les gens qui peuvent aller découvrir ton travail dans les notes de l'épisode. Merci bien, c'était chouette. Puis merci pour ta transparence aussi. Ouais, c'est important. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Looking for a wellness benefit your employees will actually use? Meet WellHub, the corporate wellness platform employees love and HR trusts. With fitness, mindfulness, nutrition, sleep, and more, WellHub plans make it easy for employees to check in with their well-being, starting at just $11.99 a month. Companies like Unilever, Northwell Health, and Aflac trust WellHub to keep their teams healthy, engaged, and thriving. Visit wellhub.com for a free trial.